Je voulais vraiment vous remercier, chacun et chacune d'être là, ça compte vraiment pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée ici à vous parler de ça ce soir. Voilà. Donc vraiment merci d'être là pour me soutenir. Je voulais aussi remercier l'équipe de Talents et Trajectoires. Je ne suis pas toute seule ce soir. Ils ont fait une longue route pour venir me soutenir, voilà, de Lyon et de Salon de Provence. Donc merci d'être là pour me soutenir. Je voulais aussi, avant que j'oublie, voilà, remercier. Donc, la conférence, je vais vous expliquer. On va parler voilà, des talents. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Je vais me présenter. Avant ça, je voulais aussi préciser, j'ai inscrite la conférence dans le festival des chemins des possibles qui se passe en ce moment à l'île Jourdain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en mai et en juin. Et nous serons aussi, il y aura la fête des possibles le 3 juin. Donc, je voulais remercier voilà, Cécile aussi qui fait partie de l'île Jourdain en transition, qui est une belle association qui fait plein de choses sur l'île Jourdain. Voilà. C'est très dynamique et vous allez comprendre, en fait, j'étais très heureuse d'inscrire la conférence dans le chemin des possibles, puisque c'est un peu, on va parler des talents, mais c'est un peu ça aussi. Hein, c'est vraiment, voilà, comment est-ce qu'on peut avoir voilà, d'autres possibilités avec les talents. Donc ça faisait beaucoup de sens de l'inscrire dans ce festival. Et donc la fête des possibles, le 3 juin aussi, j'y serai, je reparlerai des talents. Voilà. Donc, voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Je voulais porter votre attention. Je vais demander à l'équipe de Talents et Trajectoires de se lever, s'il vous plaît. Il y a aussi Marc. Alors, Marc, mon mari aussi, qui m'a beaucoup aidé. Donc, je voulais remercier aussi parce que voilà, c'est vraiment un projet. Il m'a beaucoup soutenu. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce qui est écrit dans le dos de chacun de l'équipe. Voilà, parce que c'est vraiment de ça dont on va parler ce soir. Voilà, je ne vais pas vous parler en vous tournant le dos, mais on va vraiment parler de ça. Je voulais vous interpeller, vous pouvez voir ça. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui sont heureuses dans leur travail? Est-ce que vous pouvez même vous lever? Voilà, super, super. Est-ce que, donc voilà, c'est possible et super. Est-ce qu'il y a des personnes alors qui ne sont pas forcément heureuses dans leur travail, mais qui souhaiteraient l'être? Voilà, super. Bon, eh bien écoutez, c'est bien, on va parler de tout ça ce soir. Voilà. Donc, je continue. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Cathy Maljournal. J'habite à l'île Jourdain. J'ai 52 ans, mariée avec Marc, donc sans enfant. Nous sommes venus donc à l'île Jourdain. Je vais vous en parler dans mon parcours. Je me présente. Je reviendrai plus tard sur mon. Je vais aller vite dans les grandes lignes. Vraiment, je vais aller à l'essentiel. Donc, en gros, moi, j'étais quelqu'un qui a vraiment aimé l'aventure et voyager. Et j'ai eu la chance de voyager aux États-Unis. J'ai vécu 15 ans en Californie. J'ai travaillé donc dans l'informatique. Je reviendrai sur mon parcours après. Vous verrez par rapport à pourquoi je suis là ce soir. Donc j'ai travaillé voilà, pour Hewlett-Packard dans l'informatique. Bon, 15 ans, j'aimais bien, voilà, j'aimais là où je vivais, mais je n'aimais pas du tout l'informatique. J'avais les compétences pour faire ce métier, mais vous allez comprendre après, voilà, pourquoi c'était pas quelque chose qui me correspondait. Ensuite, donc, avec Marc, nous avons eu l'occasion, alors avant ça, donc je suis partie d'HP, je me suis formée, c'était la vague du coaching, les années 2000, donc je me suis formée dans le coaching, l'accompagnement, donc depuis les années 2000, j'ai fait de l'accompagnement d'adultes dans la définition de leur projet professionnel. Et avec Marc, nous avons eu l'occasion d'aller en Inde. Donc nous avons la chance de travailler, de vivre 5 ans en Inde pour l'école l'école pour laquelle Marc travaille, l'ICAM. Vous voyez, pour les personnes qui connaissent peut-être à Toulouse, Loyola ICAM College, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Nous étions avec l'équipe. Et là, j'ai fait de l'accompagnement d'étudiants dans la définition de leur projet professionnel. Voilà, j'ai travaillé avec les étudiants indiens et français. Et tout ça pour vous dire que rejoindre, alors ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait de l'accompagnement d'adultes et d'étudiants. Au retour de l'Inde, je connaissais Philippe, donc je retrouve Philippe, voilà.
Oui, je cherchais. Et en fait, qui avait rejoint le réseau Talent Trajectoire. Bon, moi, voilà, j'avais mon coaching, mes méthodes, et puis je disais oui, bon, c'est encore une autre méthode. Et en fait, au fil du temps, quand il m'en parlait, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Et pour moi, ça a vraiment été une suite logique de rejoindre. Donc, en janvier, j'ai officiellement rejoint cette équipe pour 2 raisons. C'est une démarche vraiment qui m'a beaucoup touchée. J'ai été accompagnée moi-même et donc c'est ce dont je vais vous parler ce soir. C'est vraiment une méthode qui est profonde, qui est vraie, qui est juste dans le sens où les fondements sont solides. Elle est basée sur l'anthropologie, sur la nature de l'homme, c'est ce dont nous allons parler ce soir, sur les élans. Voilà. Donc en tout cas pour moi, si vous voulez, c'est une façon de cristalliser un peu tout mon parcours, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'une fois que vous avez... Alors ça faisait longtemps que je faisais de l'accompagnement, mais là j'ai encore touché quelque chose, c'est vraiment quand vous touchez vraiment vos aspirations profondes, votre désir profond, je peux vous garantir, c'est solide, c'est un ancrage, et ça vous le gardez toute votre vie. Voilà. Donc je voulais témoigner aussi de combien j'avais été touchée, donc 1, la démarche, et de 2, pour l'équipe, parce que ce sont vraiment des belles personnes. Voilà, vous voyez, elles sont venues me soutenir aujourd'hui de Lyon, et je connais la route, elle est longue, c'est ma région d'origine, donc je connais la route, et c'est long, voilà. Donc voilà, c'est une belle équipe, et j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les personnes avec cette démarche. Voilà, il y a 30 ans d'expérience, donc Xavier, le fondateur, dirigeant du réseau, vous parlera un peu plus du réseau, des prestations. Nous allons être 4 à intervenir ce soir, donc voilà, vous aurez plusieurs voix. Il y a beaucoup de réflexion sur le sens du travail, beaucoup d'expérience, c'est basé sur l'expérience. Voilà, il y a 30 ans derrière, donc c'est vraiment du solide. Voilà. Donc on avance, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, je ne vais pas vous bassiner avec beaucoup d'informations, je vais aller assez vite sur des choses et puis on aura un moment après d'échange aussi à la fin. Donc déroulé de la soirée, alors je vais partir de constat aussi au départ, on va parler des talents, vous êtes là pour ça, je vous expliquerai la démarche, talent et trajectoire. Alors nous aurons 2 témoignages, donc de Marie, alors qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est en vacances en Corse, mais je l'ai filmée, donc on aura son témoignage en vidéo, et nous aurons aussi Géraldine, voilà, donc qui est ici ce soir, donc nous aurons 2 témoignages de personnes que j'ai accompagnées l'année dernière. Xavier nous parlera plus amplement des prestations et du réseau, talent trajectoire de l'équipe. Voilà, nous aurons ensuite un moment d'échange, hein, ce sera l'occasion de poser vos questions. Donc voilà, pour nous c'est important de passer un moment d'échange avec vous. Donc gardez bien vos questions, voilà, vous aurez l'occasion de les poser à la fin. Et puis ensuite, voilà, nous continuerons l'échange autour d'un verre, voilà, un moment convivial ensemble. Donc nous continuerons à échanger ensemble, d'accord ? Ça vous va ? Ouais, vous êtes avec moi ? Bon, super. Alors, donc les constats. Déjà, pour parler des constats, alors le bulletin scolaire. Est-ce qu'il y a des lycéens ou des étudiants dans la salle ? Non, hein ? Bon, pas trop. Bon, dommage. J'ai été en contact avec le lycée Joseph Saverne. Je les ai vraiment invités. J'ai invité parce que je vais faire une intervention la semaine prochaine chez eux pour des jeunes en décrochage. Donc voilà, ça aurait été sympa qu'il y ait des jeunes. Mais bon, vous êtes des enfants ou voilà, peut-être des petits-enfants, donc ça va vous parler aussi, vous en parlerez avec eux. Alors, bulletin scolaire. Donc, l'orientation scolaire, souvent, se fait avec les notes. Dans les notes, il y a des limites, puisque donc, sur le bulletin scolaire, voilà, vous n'avez pas, par exemple, les talents d'organisateurs, d'animateurs, de concepteurs, d'analystes, voilà. Donc il y a souvent cette orientation scolaire basée sur les notes, il y a des limites, d'accord ? Je suis pas là, je rentre pas dans le débat de critiquer l'éducation nationale, c'est pas du tout ça. Je veux juste faire ce constat, d'accord ? On part de ce constat pour l'orientation scolaire. 50% des étudiants changent d'orientation.
la première année de leurs études. Alors pourquoi? Il y a plein de raisons. Une des raisons, ils sont jeunes, donc ils ne se connaissent pas, c'est un peu normal, ils sont jeunes. Est-ce qu'on leur laisse vraiment le temps de se connaître déjà? Est-ce qu'on leur permet, est-ce qu'on leur donne les moyens de se connaître? Donc voilà, c'est un peu leur difficulté. Alors l'emprise de la peur, donc il y a une angoisse face à l'orientation. Alors je parle des jeunes et des adultes, des moins jeunes. Est-ce que je vais trouver des débouchés dans ce que, dans ce que je m'engage? Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce que je vais gagner ma vie avec? Est-ce que je vais être heureux dans mon travail? Donc il y a un contexte aussi. On passe aussi une période difficile. Donc souvent cette emprise de la peur, en fait, elle nous empêche aussi de peut-être d'oser aussi quelque chose de différent. Je ne vous parle même pas non plus de Parcoursup, qui a amené beaucoup d'angoisse aussi, d'anxiété pour les jeunes, qu'on essaie de mettre dans des cases. Donc pareil, on va... En fait, la proposition, ce que je vous propose ce soir, c'est aussi de voir qu'en fait, on peut faire différemment. C'est un peu ce qu'on veut vous proposer. Voilà, alors travail en mutation, donc bon, là, beaucoup de choses changent, le travail un peu plus mécanisé, beaucoup de vidéos, de travail sur l'ordinateur, au téléphone, beaucoup de liens cassés. Donc évidemment, cette mutation au travail, en fait, a créé vraiment une recherche de sens. Moi, il y a une dizaine d'années, les personnes qui m'appelaient en recherche de sens dans leur travail, c'était à 40, 50 ans, c'est un peu normal, c'est le milieu de la vie, c'est le moment. Aujourd'hui, moi j'ai des jeunes de 25 ans, de 20 ans, 35 ans qui m'appellent et qui recherchent du sens au travail. Donc il y a eu aussi, cette mutation au travail, en fait, pose vraiment cette question de sens. Alors, des idées reçues sur le travail, et la réussite. Alors, on entend beaucoup, le travail, tripalium, la torture. Alors, bonne nouvelle, c'est pas, ça marche pas. L'étymologie, nous avons passé 3 jours avec un philosophe, passionnant. On pourrait vous en parler toute la soirée, mais c'est pas le sujet. C'est une idée reçue. Quand on travaille avec ses talents, qu'on est aligné, on peut avoir du plaisir au travail. Donc, le travail, c'est pas que la souffrance. C'est un peu des idées que je vous propose de les laisser un peu de côté ce soir. Gagner sa vie, oui, certes, nous avons tous une réalité matérielle, il faut payer une maison, payer les études des enfants, mais en premier lieu, l'homme a besoin de sens au travail, d'apporter sa pierre à l'édifice, d'accord, de transformation du monde, et c'est ce dont nous allons vous parler ce soir. D'accord? Donc voilà, je voulais juste partir un petit peu de ces constats, il y en a bien plus. Vous avez peut-être d'autres idées en tête, mais c'est bien de partir de ça. Alors, qu'est-ce qu'un talent? Donc, je pense que j'étais censée m'arrêter avant, c'est ça. Alors, on s'est tous posé la question, est-ce que j'ai des talents? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais trouver un travail où je vais être heureux? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Je suis sûre que vous êtes posé d'autres questions. Alors pour répondre à ces, est-ce que mon travail peut avoir du sens? Alors pour répondre à ces questions, déjà on va définir qu'est-ce qu'un talent, parce qu'un talent, même le terme même est beaucoup utilisé, il est aussi beaucoup galvaudé. Donc de quoi parle-t-on quand on parle d'un talent? On parle l'expression de la singularité d'une personne. Nous sommes tous uniques, nous sommes complémentaires, donc nous avons tous une singularité à exprimer. Ce soir, je vous parle avec qui je suis aussi, devant vous. Sophie aura sa singularité, Cécile, Clara, Anne-Françoise. Donc chacune, nous avons tous notre singularité, donc chacune de vous. On parle d'élan naturel, c'est un élan inné, une pulsation de transformation du monde, parce que c'est ça le travail. Notre travail, quand je vous parle d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est vraiment le travail de transformer son monde, d'accord?
Donc c'est ça qui donne, voilà, qui s'exprime. Quand des bébés jouent ensemble, des enfants, vous allez avoir des enfants qui vont bâtir voilà, des blocs, il y en a qui vont les jeter, il y en a qui vont observer. Donc déjà, quand vous observez des enfants, vous voyez qu'ils ont différentes façons de... Myriam, tu travailles avec des enfants, tu dois bien voir, hein, voilà, différentes façons de faire. Et pour les adultes, c'est pareil. Voilà, on parle de personnalité professionnelle. Voilà, donc voilà de quoi on parle. Donc c'est vraiment une habilité naturelle. D'accord ? Quand nous sommes dans nos talents, nous agissons avec plaisir, avec facilité et avec succès. D'accord ? Et avec efficacité. Donc c'est voilà, c'est de ça dont on va parler. Alors, c'est important de faire la distinction entre talent et compétences. Donc on parle beaucoup de compétences, hein, bilan de compétences. Compétences, vous les avez apprises, hein. C'est ce que vous avez acquis, c'est ce que vous avez sur votre CV. Donc vous les connaissez, les compétences, d'accord ? Quand je repars de mon expérience, c'est pour ça que je voulais partager, moi j'avais toutes les compétences pour faire les postes que j'ai occupés, pour assumer marketing, communication, les achats, j'avais toutes les compétences pour le faire, je le faisais très bien. Sauf que, au fond de moi, je n'étais pas alignée avec mes élans. Voilà, ça ne me nourrissait pas. J'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais, mais le travail en lui-même ne me convenait pas. Voilà, donc c'est important de faire la distinction, puisqu'aujourd'hui nous recrutons des compétences, enfin, dans le monde du recrutement, nous recrutons des compétences. Donc quand vous commencez à connaître vos talents et vos élans, vous avez un autre regard, parce que non, nous ne recrutons pas des compétences, nous recrutons des hommes et des femmes. Nous sommes des hommes et des femmes, donc nous sommes beaucoup plus que nos compétences. D'accord ? Donc voilà la distinction entre talent et compétences. Donc on vous parlera des prestations après, voilà, mais on parle de bilan de compétences, mais axé sur les talents. C'est pas la même chose. Alors, donc les compétences, je vous disais, on les connaît, voilà, vous les avez sur le CV. Les talents, voilà, pourquoi est-ce qu'on les connaît déjà? Comment les connaître? On va vous en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus difficile de mettre des mots sur les talents? Alors, voilà, on dit que parfois la trajectoire peut être déviée. Pourquoi? Parce que, eh bien, notre histoire personnelle, nos parents, notre éducation, voilà, l'école, les professeurs, voilà, les attentes extérieures, les pressions de la société. Il y a plusieurs, voilà, les peurs aussi, nos freins, en fait, peuvent aussi nous freiner sur nos élans, nos croyances. Donc, en fait, voilà, parfois, ça peut, selon notre parcours, nos élans peuvent être déviés, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a peut-être un peu plus parfois de mal à mettre des mots dessus. Donc le talent, un lieu de responsabilité. Pourquoi? Puisque nous l'avons reçu. Nous avons reçu la vie de nos parents déjà, donc ces talents, ce sont des dons que nous avons reçus, d'accord? Donc un don qui appelle une réponse. Nous avons, voilà, la responsabilité de répondre, voilà, à ce que nous avons reçu. Quand on a touché ces talents, voilà, on a le sentiment d'être à sa place. D'accord? On parle d'écologie, ça va vous parler justement, hein, dans les chemins des possibles. Pourquoi l'écologie? L'écologie, c'est quoi? C'est être en relation juste avec l'environnement dans lequel nous vivons, vous êtes d'accord? Donc quand on est à sa place professionnellement, nous avons une relation plus juste avec soi-même. Voilà. Et avec les autres aussi du coup, mais avec soi-même en premier lieu, on va voir que c'est important. Donc nous avons une responsabilité de la découvrir, cette singularité que nous avons, et donc de l'engager pour les autres. Et c'est ça, en fait, c'est le fait d'apporter notre contribution aux autres qui va donner du sens à notre travail. D'accord ?
Voilà, donc un engagement qui nécessite une reconnaissance extérieure pour nous encourager. Voilà, par exemple, quand un bébé tombe, on ne lui tape pas dessus, on l'encourage. Nous, c'est pareil. On a aussi besoin d'être encouragé. C'est pour ça que dans l'accompagnement, voilà, il y a une personne aussi qui permet de mettre des mots et d'encourager, de déployer ses talents. D'accord ? Voilà, donc je passe un peu vite là-dessus. Je peux peut-être vous donner des exemples aussi. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont des beaux parcours de vie. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner ces personnes je pense là à Juliette sur Paris, une anesthésiste que j'accompagne, qui est techniquement très bonne, humainement très bonne, qui prend la main de ses malades quand elle les endort, mais qui avait du mal, qui a été bousculée et qui avait du mal aussi à s'appuyer sur ses talents, d'accord ? Et donc le fait de les avoir touchés, en fait, ça lui a donné un ancrage, qui l'a aidé aussi à plus s'exprimer, se déployer dans son travail, d'accord ? Donc c'est pour ça que la reconnaissance est importante aussi. Voilà, alors vous allez me dire quel bénéfice, donc pourquoi connaître ses talents, d'accord ? Alors, quand on est aligné avec ses élans naturels, notre singularité, on ressent une paix, une sérénité, c'est juste, d'accord ? On a aussi une joie de se sentir utile, puisque nous avons une contribution que nous apportons aux autres, d'accord ? Et donc, vous me direz si c'est le contraire, mais je pense que nous recherchons un peu tous ça. Donc du coup, il y a une énergie, ça permet de déployer l'énergie. Donc il y a un dynamisme, d'accord ? Et on réussit. Donc du coup, ça donne confiance. Voilà. Et alors, je me suis mis des petits pense-bêtes parce qu'il y a beaucoup de choses et je ne voulais pas oublier. Alors l'histoire du poisson, c'est Einstein qui a dit, nous sommes tous un génie, mais si vous regardez, si vous jugez un poisson à sa capacité de monter un arbre, il va se sentir idiot toute sa vie. Voilà. Et donc c'est un peu ça l'idée. Hein ? Et donc c'est d'être soi-même. Voilà. C'est d'être vraiment soi-même. Alors vous allez me dire, donc comment connaître ses talents, comment les reconnaître, comment se connaître donc soi-même et aussi ses collègues. Donc c'est ce que nous servons donc d'un outil qui s'appelle l'analyse de la personnalité professionnelle. Et pour ça, donc, je vais demander à Philippe de venir présenter. Donc, quand Philippe vous parle, donc, il va vous parler de cet outil dont nous utilisons dans la démarche. Essayez de voir déjà dans quel... est-ce qu'il y a un élan qui vous parle un peu plus que l'autre ? Peut-être vous, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, votre boss. Ça peut aussi vous donner un petit peu des idées. Donc, je passe la parole à Philippe qui veut bien présenter l'analyse de la personnalité professionnelle. C'est assez original cette approche et en fait on s'est rendu compte nous que dans le champ des recrutements ou du développement personnel il y a énormément d'outils qui sont basés sur la psychologie et donc celui qui s'est posé cette question-là cherchait à être plus fin dans la compréhension de ce qui se joue et donc il a développé cet outil que l'on trouve génial parce que extrêmement simple, presque simpliste et d'une très grande puissance pour révéler justement ce qui se joue dans le travail. Et donc c'est pour ça qu'il l'a qualifié de personnalité professionnelle. Il s'est rendu compte en fait que quand on regarde les gens fonctionner, il y a des élans de vie, des élans d'énergie qui se mettent en œuvre et il en a décortiqué 4. Et il les a classés selon donc, cette roue par un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical caractérise la façon dont je m'exprime, la façon dont ça vibre en moi, dont mon monde intérieur fonctionne et a envie de s'exprimer.
Je vais détailler ensuite. Et l'axe horizontal, car il caractérise deux autres élans qui disent la façon dont je me saisis du monde extérieur, dont j'appréhende le monde extérieur. Deux autres élans. Alors je vais commencer par, je reviens sur l'axe vertical, et je vais commencer par l'élan qui est vers le bas. C'est un élan qui fait que les gens s'expriment dans la conformité à ce qui doit être. Parce qu'en fait, ils sont convaincus que le monde est régi par des grandes lois, des grands principes, et que ces principes étant supérieurs, la meilleure chose que l'on ait à faire, c'est à les respecter. Et donc, ils vont avoir un élan qui consiste à guider, à canaliser, pour conduire vers ce qui est bien. Je donnerai ensuite des détails sur les comportements. À l'opposé, vers le haut, ce sont des gens qui s'expriment d'une façon radicalement différente. Eux, ils ont envie de vivre une aventure singulière, la leur, et d'embarquer les autres dans cette aventure. Diamétralement opposé. Sur l'axe horizontal, côté gauche, voilà, donc je les mets. Oui. Hein, c'est bon. Voilà, tu peux mettre aussi l'autre, puisque je viens d'en parler. Voilà, donc le vertical, c'est le monde intérieur, la conscience du monde intérieur, et l'horizontal, c'est l'appréhension du monde extérieur. Voilà, donc je vous disais, conformer les situations aux lois universelles qui les fondent, des lois bonnes, des lois justes, vivre l'aventure, vas-y, approfondir. Alors voilà, maintenant sur l'axe horizontal, ce sont ceux qui sont à gauche, ce sont des gens qui appréhendent le monde extérieur par la connaissance rationnelle, par la compréhension de ce qui se passe, par la question du pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça ? Et donc leur élan les pousse à décortiquer ce qui n'est pas visible pour en arriver à une explication. Et de l'autre côté, ce sont des gens au contraire qui, étant plongés dans le terrain, dans la situation concrète, ressentent instinctivement comment il faut faire pour que les choses marchent bien. Il y a un souci de répondre à un besoin. Voilà, ce sont des élans qui sont diamétralement opposés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être intensément d'un côté et intensément de l'autre. On trouve beaucoup d'annonces de recherche d'emploi qui demandent des comportements qui sont impossibles à rassembler. Enfin, en tout cas, nous, on le constate maintenant. Alors, je reviens maintenant sur le premier élan, donc celui du bas, là, les gens qui s'expriment dans la recherche, dans la conscience de ce que le monde est régi par des lois et des principes et des valeurs fortes, et qui du coup veulent rentrer, veulent appliquer, veulent mettre en œuvre. Ce sont donc du coup des gens qui ont ce souci donc je l'ai dit, de mettre en œuvre, d'appliquer, de faire appliquer, de respecter, de garantir, de guider, de rappeler le risque pour réduire les conséquences. Des gens qui sont dans l'expertise, c'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise très élevée. Il n'y a pas d'approximation. C'est carré, c'est béton, c'est sûr, c'est solide. Et donc, grâce à eux, on est très confiant. Par exemple, vous vous faites opérer par un chirurgien, vous allez le voir parce qu'il est il a été formé dans telle université, dans tel hôpital qui est réputé, il est le spécialiste que tout le monde va voir, et vous êtes en confiance. Parce qu'il maîtrise parfaitement. Et lui-même, il est à l'aise parce qu'il connaît sur le bout des doigts la façon, les procédures, les règles. Enfin, tout ça, c'est très clair pour lui. Le cadre est très posé. Et donc, il a une grande aisance d'action. Et donc, il n'y a jamais d'approximation avec ces gens-là. Voilà. Ceux qui sont vers le haut, dans l'élan, dont l'élan, c'est de vivre une aventure singulière qui leur permet d'exprimer quelque chose de très personnel. Évidemment, ce sont des gens qui ont
un champ émotionnel, une vie intérieure très intense. Le mouvement intérieur les amène à voir un mouvement extérieur, émotion, vous l'aurez reconnu, ça vient de motion aussi en anglais, donc il y a un mouvement qui les amène à vivre cette aventure dans lequel il va se passer des choses, on va vivre des choses. Et le mieux évidemment c'est de les vivre avec d'autres et de partager ce qui est intense avec d'autres. Et donc c'est quelque chose de très personnel, très original, très atypique, quelque chose qui fait plaisir. Les émotions dont le plaisir particulièrement est important à vivre sont des gens qui ont envie de se faire plaisir au travail, des gens qui ont envie que le travail soit un jeu, un amusement. C'est pas une histoire rester un petit enfant qui a toujours envie de s'amuser, c'est que ça fait partie de leur talent, c'est ça. C'est que c'est une partie de plaisir que de travailler dans tel et tel secteur. Ce sont des gens également qui débordent souvent d'enthousiasme, en tout cas qui sont contagieux dans cet élan qu'ils animent. On a envie de les suivre, on a envie de faire partie de leur équipe, de goûter à leur dynamisme et de vivre des choses nouvelles. Donc ce sont des gens qui changent, qui aiment les situations nouvelles, qui aiment changer d'environnement, changer de travail, qui sont prêts à partir dans des endroits où il y a du risque, où on va vivre vraiment on va être confronté à des choses atypiques. Voilà. Troisième élan, donc du côté gauche, les gens qui appréhendent le monde extérieur par la question de la logique rationnelle, qui veulent comprendre le pourquoi ça marche comme ça, sont des gens qui ont une certaine distance par rapport à ce qu'ils voient. Parce qu'en fait, ce qu'ils voient, ils le savent, ne dit pas la vraie réalité. Elle se cache, la vraie réalité. Et donc, il faut aller au-delà de ce qui se passe. Et donc, il faut prendre du recul. Il faut prendre la distance. Il faut prendre du temps pour que l'intelligence décrypte ce qui se passe, qu'avec des éléments qu'ils ont recueillis dans l'opérationnel, ils fassent des liens entre les tenants et les aboutissants jusqu'à arriver à, au bout d'un certain temps, la capacité à décrire ce qui se passe. Et là, on a un schéma, un plan, une représentation, un modèle, une explication qui dit « Oh, génial, j'ai compris. Eureka, la joie de l'Eureka, j'ai compris comment ça marche. » Et du coup, tout s'éclaire. Et je peux expliquer des tas d'autres choses grâce à cette compréhension que j'ai de la situation. Et du coup, je suis aussi capable de l'expliquer aux autres. Parce que c'est clair, c'est limpide. Mais une fois que j'ai fini de comprendre, mon intelligence va chercher à s'atteler à un autre sujet. Donc je vais avoir envie d'approfondir une autre thématique. Donc ce sont des gens qui sont en perpétuelle réflexion, lecture, analyse, formation. Toute leur vie, ils ont envie de continuer à apprendre parce que c'est sans fin en fait. Et donc ils ne peuvent pas se contenter d'avoir compris une fois. Donc des gens qui ont du recul, des gens qui ont besoin de temps, parce que l'intelligence n'est pas forcément fulgurante, enfin, même rarement. Donc il ne faut pas qu'ils soient pris dans l'opérationnel tout le temps. Sinon l'intelligence n'a pas le temps de faire son travail. Ce sont des gens aussi qui sont capables d'anticiper, puisque ayant compris comment ça marche, ils sont en mesure de prévoir, et donc ils sont capables de planifier, voilà. Bon, c'est pas mal. C'est bon. Et puis les suivants, ceux qui eux sont très à l'aise dans l'opérationnel parce que ils ressentent instinctivement la bonne façon, le bon geste pour répondre aux besoins et pour être efficaces. Évidemment, ce sont des gens qui sont particulièrement à l'aise sur le tas. Dans la vie, dans la vraie vie pour eux, puisqu'ils pensent que les précédents, avec leurs modèles et leurs concepts, sont dans des simplifications. Et qu'en fait, sur le terrain, les choses sont beaucoup plus fines, plus complexes, plus imprévues. Et donc là, il faut être capable de réagir, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de voir si la réponse que l'on a, elle produit le bon résultat. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sont des gens qui sont très à l'aise pour adopter une nouvelle façon de faire, dont ils voient si le résultat répond davantage à la situation. Donc ils ont en permanence un œil sur le type de résultat qu'ils produisent. Sous-entendu, ils ont besoin de constater rapidement l'efficacité de leurs résultats. Si ce qu'ils font ne produit pas quelque chose de visible, ils ne peuvent pas s'évaluer. Or, ils ont besoin de vérifier cette efficacité. Donc des gens qui ont un grand sens du besoin extérieur, qui ont une grande réactivité, une optimisation et une efficacité de leur conduite, puisqu'ils aiment
les chiffres de production, de rentabilité, le gain, enfin tout ce qui produit quelque chose de visible, ce sont des choses auxquelles ils sont très sensibles. Ce sont des gens également qui sont à l'aise avec leur intuition. Enfin, en tout cas, ça fait appel à l'intuition, chose qui est parfois mise à mal par l'école, où on leur a demandé justement beaucoup de rationalité, de détails, d'étapes pour lesquelles ils ont beaucoup souffert, et ils ont pu perdre cette confiance dans l'intuition très spontanée, et ce ressenti intérieur que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est difficile à expliquer, mais eux, au fond d'eux, ils sont sûrs que c'est comme ça qu'il faut faire. Une autre façon de les décrire, je vais refaire le tour de la roue une troisième fois, c'est de décrire comment vos opposés vous trouvent. Donc ceux qui sont en bas, dans le sens des lois universelles, qui donc sont très attirés par la remise en conformité, évidemment ils sont vus par leurs opposés comme des gens rigides, psychorigides, chefs sévères, emmerdeurs, obtus, coincés, voilà, fonctionnant par l'aide de cadrage. Leurs opposés en haut, enfin plutôt ceux qui sont dans le sens de la libre expression et de l'aventure à partager, à vivre avec les autres, sont perçus par leurs opposés comme des gens qui sont des aventuriers qui se brûlent les ailes, qui vivent des aventures dangereuses, qui ne connaissent pas de la paix de l'âme, qui sont des excités, des foufous, enfin c'est n'importe quoi. Les troisièmes, ceux qui sont dans la réflexion et la compréhension fine de ce qui se passe derrière, sont perçus par leurs opposés comme des gens d'abord qui ont une réponse à tout, ce qui est toujours un peu agaçant, une théorie sur tout ce qui se passe, qui sont un peu dans les nuages finalement, un peu les têtes en l'air, qui n'ont pas les pieds sur terre forcément, hein, s'ils ont la tête dans les nuages, ils ne sont pas les pieds sur terre, qui ont du coup une difficulté à sentir la finesse des choses et même le relationnel. Ils sont un peu en retrait, donc ça donne des gens un peu impersonnels dans la façon de présenter les choses avec une certaine froideur. Et puis les derniers sont vus par leurs opposés comme des gens triviaux, affairistes, terre à terre, bassement intéressés. Ok, donc ça c'était... Voilà, c'était ça. Bon, bah super, merci Philippe. Ah bah oui, bien sûr. Alors je voulais vous montrer qu'il n'y a pas de lien automatique entre l'un de ces élans. Alors déjà, première chose à dire, là je vous ai décrit les 4 élans de base, de façon bien caractérisée, c'est-à-dire intensément vécue. Il faut savoir que nous avons tous une composante, une intensité de chacun de ces 4 élans. C'est rarissime d'avoir quelqu'un, ça arrive, hein, qui est uniquement sur un élan. On a toujours au moins 2 ou 3 élans. Voilà. Donc c'est ça aussi qui fait la très grande richesse et grande complexité de nos fonctionnements, c'est que nous avons tous de ces 4 élans, un peu comme une bonne soupe qui est avec des ingrédients variés, dosés différemment. Et c'est super. Deuxièmement, ce que je vous ai décrit, c'est évidemment le fonctionnement quand on est libre de le mettre en œuvre. Quand on a les bonnes conditions, quand on en a bien pris conscience, quand on s'est autorisé. En général, dans le champ professionnel, il y a un mélange entre nos talents, qu'on a pu sentir, que je viens de vous décrire, et puis le comportement que j'ai appris depuis très longtemps à adopter pour répondre aux besoins des autres. Et donc tout ça, ça se mélange, ce qui fait que c'est assez subtil d'arriver à comprendre quelle est la vraie nature de mon talent. C'est pour ça qu'il faut ce regard extérieur pour essayer de prendre du recul, parce que soi-même, comme nos talents sont innés, qu'on a vécu avec depuis toujours, on n'est pas capable de se rendre compte qu'ils nous appartiennent et qu'ils n'appartiennent pas aux voisins. Et donc ce mélange entre nos talents, enfin les 4 élans de ces talents, et puis notre comportement, notre conduite que nous avons dû adopter depuis qu'on est petit, hein, depuis qu'on vit en société, nos parents nous ont aidés, l'école nous a aidés, nos responsables professionnels aussi nous demandent, et donc on fait cet effort, d'autant plus que pour plaire et pour être reconnu, il faut forcément répondre aux besoins. Donc cette façon que nous avons de nous comporter peut rendre compliqué de saisir notre vrai talent. Et ça peut entrer en opposition avec l'expression de notre vrai talent. Voilà, donc c'était pour vous expliquer que ces talents, ça demande du temps pour arriver à les identifier.
Et donc, ils ne sont pas liés directement à un métier. En fait, dans un métier, on peut vivre un même métier de façon très différente. Et j'aurais illustré ça par l'exemple, on pourrait prendre 50 exemples. Hein, à Toulouse, il y a beaucoup d'ingénieurs. Marc est un ingénieur, moi j'en suis un aussi. Mais on pourrait prendre un commercial, on pourrait prendre un institut, on pourrait prendre un élève. Comment est-ce qu'un élève peut fonctionner à l'école? Très intéressant pour les enseignants. On pourrait prendre n'importe quel métier. J'ai choisi un métier de charcutier. Et je vais vous montrer comment le même métier, selon qu'il est vécu par 4 personnes, chacune illustrant un talent, réagit dans son métier, dans ce même métier. Alors le charcutier qui est dans le sens des lois universelles, en bas, c'est un charcutier qui a évidemment une conscience de la réglementation sanitaire aiguë. Parce qu'évidemment, les produits qu'il manipule sont des produits qui peuvent périmer rapidement. S'il y a un coup de chaleur ou si dans le transport il y a un problème, il va y avoir des maladies, des salmonelloses que les clients vont avoir. Donc évidemment, il n'est pas question de prendre le moindre risque. Donc les transporteurs, il va vérifier les fiches de frigo. Lui-même, sa réglementation, il la connaît par cœur. Hein. C'est un genre de charcutier qui est sur Internet et qui est à l'avance, qui connaît à l'avance les futures lois qui vont tomber dans l'application de son métier. Et donc, c'est très clair et c'est très carré. Je peux vous dire que chez lui, ça file droit pour ces questions sanitaires. L'inspecteur sanitaire s'ennuie parce que chez lui, tout est d'équerre et donc il sait que la visite est assez courte. Il peut également, dans le choix de ses préparations, il a la conscience que si on vient chez lui, c'est parce qu'on va trouver un produit que les gens apprécient. Donc il ne s'agit pas que 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, le produit ait changé de goût. Puisque c'est sa réputation qui est en jeu. C'est son savoir, c'est son expertise qui est en jeu. Donc ces recettes sont très précisément notées. Et les apprentis ont intérêt à suivre à la lettre, au gramme près, tout ce qu'il faut comme ingrédient pour que la recette soit pérenne dans le temps. Le charcutier qui est dans l'élan de la libre expression, en haut, comme lui, ce qu'il aime, c'est l'aventure, avant d'avoir installé son magasin, il a beaucoup voyagé. Et donc il a goûté à des quantités de cuisine très différentes. Et d'ailleurs, ça lui a donné beaucoup d'air par rapport à son école de formation, qui quand même était un peu étroite à son goût. Et du coup, il a enrichi ses recettes par des tas de nouveautés qu'il est allé piocher à gauche, à droite. Et donc, chez lui, on va acheter des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. D'ailleurs, des choses, il faut y arriver au bon moment, parce que, justement, chez lui, 15 jours plus tard, il est passé à autre chose. Et puis quand on achète son produit, vous êtes au courant de comment d'où ça vient, que c'était la grand-mère d'un tel qu'il est allé trouver une vieille recette dans un grenier. Enfin, il vous raconte son histoire, quoi. Vous goûtez. Enfin, on passe 10 minutes à chaque fois qu'on va acheter une tranche de pâté, parce que il y a un vrai plaisir à la fois de la nouveauté du produit qu'on va avoir, mais de tout ce qui a participé à la création de ce produit. Et d'ailleurs, chaque année, il organise avec des musiciens chez un agriculteur un grand banquet. Et donc là, on goûte à son plaisir. D'ailleurs, les jeunes qui vont à ce banquet-là ont tous envie de devenir charcutiers, forcément, parce que c'est contagieux. Troisième charcutier, celui qui est du côté de la rationalité. Alors lui, il a envie de comprendre pourquoi certaines recettes marchent et pas d'autres. Par exemple, le lapin ne se mélange pas avec le gingembre. Ça l'a longtemps tarabusqué, il voulait comprendre. Et donc, il a fini par trouver pourquoi. Et d'ailleurs, il s'est rendu compte qu'il y a un autre type de viande aussi, logiquement, qui ne va pas avec le gingembre. Maintenant, c'est clair. Avant, on se disait ça, on se transmettait ça, mais ça y est, maintenant, il a compris pourquoi. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'analyser ses recettes. Et donc, il passe du temps à lire. Il a une très grande bibliothèque qu'il a constituée. Et donc, il a besoin de s'inspirer de ses recettes et de voir comment, finalement, la sienne va se construire. Il ne peut pas suivre une recette à la lettre. Parce qu'il a besoin qu'elle réponde à une vraie logique de ce qu'il veut. Et il va construire sa recette. Et donc, il va vous l'expliquer. Et vous serez en mesure d'appliquer cette recette parce que vous aurez compris pourquoi il faut faire telle ou telle opération à tel moment. Sinon, il va se passer autre chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que certaines opérations culinaires s'avéraient à rien. C'était un espèce de... Pour faire des sauces, là, on disait qu'il fallait mélanger, il fallait faire bouillir. Mais il dit, mais vous pouvez faire ça longtemps, ça ne change rien à votre goût. Parce que
La raison, c'est ça. Autre caractéristique de ce charcutier, c'est qu'il a senti qu'à l'époque des Gilets jaunes, il allait avoir des problèmes d'approvisionnement. Et donc il a anticipé. Il a passé toutes ses commandes avant que ça commence à virer au vinaigre, ce qui fait que lui, il avait été livré dans les temps. Et donc il a pu assurer sa saison de Noël avec tous les plats particuliers sans aucune difficulté. Il avait toutes ses quantités de l'année précédente, donc c'était très facile de ressortir ses chiffres. Il avait toutes ses estimations en place. Le dernier charcutier, celui qui donc est dans l'opérationnel et l'efficacité, avant de s'installer, il est allé regarder dans le centre-ville les emplacements où on pouvait se garer, les emplacements où c'était proche d'autres commerçants, notamment alimentaires. Et donc, il a pris du temps avant de trouver le bon emplacement, parce qu'il s'est dit, ça ne sert à rien de se précipiter, si c'est pour que derrière, les gens ne soient pas pratiques de venir chez moi. Et donc, il a fini par trouver le bon endroit. Et puis, il s'est rendu compte au bout d'un moment que il avait des produits qui marchaient bien, d'autres qui marchaient moins bien. Et il s'est dit, mais les produits qui ne marchent pas bien, ça ne sert à rien, la rentabilité n'est pas très bonne. Sans scrupule, il les a retirés de sa production. Et puis, il s'est rendu compte aussi au bout d'un moment que les gens faisaient la queue un peu trop. Et donc, il a installé une deuxième caisse pour que ça débite. Et puis ensuite, son magasin marchait quand même pas mal, enfin sa boutique, et donc il s'est rendu compte qu'il pouvait faire de l'e-commerce. C'est assez original pour un charcutier, mais en fait, ça marche très bien. Voilà, il est allé se renseigner auprès de gens qui mettaient ça en œuvre, et fort de son intuition, il est le premier charcutier de France à avoir fait ça. Merci Philippe, super. Voilà, donc merci Philippe pour cette présentation de l'analyse de la personnalité professionnelle. Donc ça, c'est l'outil que nous utilisons. Je vais vous expliquer la démarche après, parce que la pertinence de l'outil, c'est vraiment parce qu'il est aussi englobé dans une démarche globale, d'accord ? Et aussi, donc, nous l'utilisons dans des prestations auprès des entreprises. Et je vais demander à Anne-Françoise de bien vouloir présenter un exemple de diagnostic non pas de talent, mais d'équipe qui a été faite en entreprise. Ah. Merci. Alors nous avons été un jour appelés par un directeur d'une usine de cimenterie dont nous tairons le nom, parce qu'il trouvait qu'il avait un chef d'équipe qui avait un mal fou à diriger son équipe. Et il y avait des gros problèmes de fonctionnement dans son équipe. Il n'y avait pas d'efficacité, ça ne marchait pas, ça partait dans tous les sens. Et donc, le directeur nous appelle pour accompagner ce chef d'équipe et l'aider à manager son équipe. Et donc, nous l'accompagnons. Et voilà où se trouve le chef d'équipe. Donc, vous voyez il avait deux élans principaux, c'est-à-dire en même temps la pensée et en même temps la rigueur de l'expertise. Donc inutile de vous dire qu'il avait à cœur que l'activité soit bien claire, bien carrée, etc. Et ce qui était tout à fait adéquat avec le fait que son unité était un laboratoire de contrôle. Donc il fallait quand même une certaine rigueur. Et puis, nous demandons quand même à ce chef d'équipe de rencontrer son équipe. Alors, parce que nous, on se dit, c'est vrai que peut-être qu'il a du mal. Finalement, il n'est pas très avenant, il a l'air très comme ça. C'est peut-être normal qu'il n'arrive pas à diriger son équipe. On dit, mais on voudrait bien rencontrer quand même votre équipe. Et donc là, on rencontre son équipe et on voit le placement de toute son équipe que vous voyez là. C'est un laboratoire de contrôle. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que toute son équipe vient chaque matin pour vivre une aventure nouvelle. Voilà. Mais lui, tous les matins, leur demande de respecter des protocoles, de rentrer dans des cases parce que c'est un laboratoire de contrôle. Et que s'ils ne sont pas aussi rigoureux, la qualité du ciment, forcément, va en pâtir. Et là, on se dit, en fait, ce n'est pas le chef d'équipe qui a un problème, c'est l'équipe entière.
Et donc, le fait de révéler les talents de chacun à chaque membre de l'équipe, ça a été une autorisation pour chacun, notamment pour tous ceux qui sont placés là, à faire autre chose. Donc on a fichu un peu le bazar, pour tout dire. Il y en a un qui est parti vivre une aventure parce qu'il avait besoin, il a pris une année sabbatique, il n'en pouvait plus de faire des contrôles. Donc il est parti. Et en fait, il s'est senti autorisé à le faire, puisqu'en fait, il y avait quelque chose de très factuel. Et pourtant, toute cette équipe, ils sont passés par un recrutement. Ils ont eu des dizaines, j'exagère, mais ils ont eu de nombreux entretiens de recrutement. Comme on l'a dit tout à l'heure, et comme Cathy l'a dit tout à l'heure, ils avaient tous les diplômes. Ils avaient toutes les compétences. Et donc sur le papier, c'était le personnel parfait pour participer à l'équipe de ce laboratoire de contrôle. Mais les talents naturels n'y étaient pas. Imaginez la difficulté de ce chef d'équipe de manager une équipe qui tous les jours a envie de vivre l'aventure, alors que lui avait besoin de réglementer les choses et de s'assurer que les choses soient bien qualitatives. Donc il était forcément en difficulté, mais ce n'était pas lui qui était en cause, c'était le recrutement qui était en cause. Voilà. Et du coup, cet axe permet de recruter, comme l'a dit Cathy tout à l'heure, des personnes et non pas seulement des compétences, parce qu'on voit bien que ça a des limites quand même de recruter des compétences. Voilà, c'est un cas concret, vécu et très parlant. La pertinence de l'outil est intéressante parce qu'elle est englobée dans une démarche, d'accord, d'accompagnement. Donc, elle se compose de 4 étapes. Alors, c'est pas une méthode mécanique 1, 2, 3, 4. C'est vraiment une démarche d'accompagnement. On chemine avec la personne et on s'appuie donc sur cette démarche, comme je disais, qui est solide, donc en plusieurs étapes. Alors, première étape, donc, nous l'appelons l'héritage. Nous accueillons, alors la personne accueille son héritage. Ça veut dire quoi? Elle accueille, voilà, son histoire, son éducation, donc voilà, avec des parents, son éducation à l'école, les expériences professionnelles, les rencontres avec les personnes qui l'ont construite, voilà, toutes les activités extrascolaires. Donc c'est vraiment notre histoire, nous accueillons, voilà, notre histoire, on pose tout ça. Et là c'est important, cette étape est vraiment importante puisqu'on part de la personne, d'accord? Donc on part de son histoire. Et souvent on se rend compte déjà, donc quand on commence à parler de cet héritage, on commence déjà à voir des talents parfois, des élans, voilà, qui émergent de l'histoire de la personne. Donc on voit déjà voilà, des informations là-dessus. C'est aussi important parce qu'on s'aperçoit, je vais vous parler de toute la démarche, mais au moment de l'engagement, on peut se rendre compte qu'il y a des freins, parce qu'évidemment il y a des peurs, et donc on retrouve aussi un peu ça dans notre histoire, d'accord? On a tous reçu des choses positives, moins positives, et tout ça, il faut l'accueillir, d'accord? Ça c'est important. Donc deuxième étape, nous accueillons les talents, donc on utilise l'analyse de la personnalité professionnelle que Philippe a expliqué. Donc c'est une chose de nommer des talents, d'accord, ça permet de mettre des mots dessus, de les exprimer, mais c'est aussi de les accueillir et vraiment de les accepter. C'est encore autre chose. Donc c'est vraiment, voilà, ça prend du temps, c'est vraiment de les intégrer et de se les approprier aussi. Parce que la difficulté, c'est que, en fait, souvent les personnes disent oui, mais voilà, moi je rencontre beaucoup de personnes qui disent oui, mais moi je fais ça, mais c'est normal, c'est naturel, mais tout le monde fait ça. Juliette, dont je vous parlais, voilà, il me dit, mais alors certes, voilà, avec une humilité, ça ne veut pas dire qu'on est plus important et qu'on écrase tout le monde, mais je dis non, elle me dit, tout le monde fait ça. Je dis non, pas tout le monde fait ça, parce que voilà, elle a Philippe vous expliquait les 4 élans, c'est une personne qui a vraiment, qui était sur la droite, sur le milieu, dans le milieu, qui a vraiment cette intelligence du milieu. Je peux vous garantir, à l'hôpital, moi j'adorerais bosser, alors déjà si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, j'adorerais qu'elle soit là. C'est vraiment quelqu'un qui sent vraiment les choses et qui a cette intelligence
du milieu, d'accord, et une attention particulière à ses patients. Et pas tout le monde fait ça, voilà. Et donc le fait d'avoir accueilli vraiment, d'avoir mis des mots, d'avoir entendu ça, pourtant c'est vraiment quelqu'un de brillant, hein. Quand elle m'a appelée, je me suis dit mais comment je vais aider cette personne, anesthésiste à Paris dans un hôpital public, voilà, qui belle énergie, elle fait danser son équipe dans le bloc opératoire, enfin elle fait plein de choses et voilà, elle était bousculée, donc elle avait besoin d'entendre aussi, de nommer ses élans. Et vraiment, moi j'ai vu une transformation dans cette personne. Donc voilà, donc c'est vraiment de les accueillir. Ensuite, nous travaillons sur le désir profond, aspiration profonde. On utilise un photolangage à l'aide de photos. Donc là, on sort du mental. Moi, je peux vous garantir, c'est puissant. Vous allez entendre le témoignage de Marie, une jeune que j'ai accompagnée. Au moment où elle a touché quelque chose de profond au travers elle a pu nommer son désir, ses aspirations profondes, j'ai senti qu'elle a touché quelque chose d'important et elle aussi, et c'est comme si le temps s'était arrêté. Et à un moment donné, elle a exprimé quelque chose. Et là, j'ai vu ses yeux pétiller et c'est comme si la vie s'ouvrait devant elle. C'était incroyable. Et je peux vous garantir, moi je l'ai vécu moi-même en accompagnement et c'est ce que je vous disais au début dans ma présentation, quand vous touchez ça, vous le gardez à vie. C'est ancré en vous, vous êtes le seul à le porter et vraiment c'est un appui. Moi je le vis tous les jours dans cet accompagnement. Donc voilà, on accueille le désir. Donc tout ça, donc on accueille l'héritage, les talents, le désir, les aspirations profondes. Et pourquoi? Pour l'engagement, 4e étape, pour s'engager dans une activité pour les autres. Et c'est ça qui va donner du sens à votre travail, d'accord? Et j'aime bien utiliser l'image du bateau aussi. Les talents, voilà, c'est la coque du bateau, le mât, l'ancre, voilà, on nomme ça, on les accueille. Mais comment allons-nous exprimer, dans quelle direction allons-nous mettre nos talents? Parce que comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas, comme Philippe l'a dit, nous ne sommes pas sur des métiers. Nous sommes plus que ça. Donc nos talents, en fait, on ouvre les possibilités. D'accord? Donc, bilan de compétences classiques, vous partez de la personne, vous allez sur des métiers. Là, on inverse l'entonnoir, on inverse l'entonnoir, voilà. Et on ouvre sur les possibilités, d'accord? Donc, pour reprendre l'image du bateau, voilà, le bateau est au port, on a les talents, mais dans quelle direction on va les exprimer? Et là, le désir profond va nommer la direction. Donc, c'est un peu les voiles, voilà, vers quelle direction le bateau va quitter le port, vers quelle direction je vais les mettre en œuvre, d'accord? Donc, voilà, c'est un peu voilà, ça ouvre aussi ces possibilités. Donc voilà, la démarche donc d'accompagnement talent trajectoire. En gros, vraiment, enfin pour résumer, hein, s'il y a une chose à retenir ce soir, vous partez avec ça. C'est vraiment accueillir qui nous sommes pour répondre à notre vocation professionnelle et s'engager pour le monde. Voilà, c'est vraiment le cœur de cette démarche. Je vais inviter Géraldine, je ne la vois pas, pour le deuxième témoignage. Donc Géraldine qui va se présenter et nous parler de ce que l'accompagnement lui a apporté. Bon, merci Cathy. Ah oui, le micro aussi pour l'enregistrement, ouais. Géraldine, si tu peux, ouais. Oui, s'il te plaît, merci. Bon, bonsoir à tous. Donc, je suis Géraldine Scanel. J'ai des chambres d'hôtes à Les Jourdains, 2 chambres d'hôtes depuis 17 ans. Je suis tout à fait épanouie dans cette activité. Donc, on peut se demander pourquoi j'ai fait appel à Cathy pour un accompagnement. Eh bien, tout simplement parce qu'en parallèle de ces chambres d'hôtes, j'ai une activité de créatrice de textiles personnalisés.
Et dans cette activité de créatrice textile personnalisée par la broderie, je rencontre de grosses difficultés au point de remettre en question cette activité, de me demander si elle était légitime et si j'avais du talent justement pour poursuivre dans cette voie. Donc grâce à l'accompagnement, j'ai réalisé que mes talents étaient à la bonne place, c'est-à-dire que je me situais ici, dans le cercle qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois beaucoup de talents créateurs et aussi du talent de savoir entreprendre, de pouvoir entreprendre, mettre cette création dans la matière et pouvoir la commercialiser. Voilà. Donc ça a été super de voir que, bon, effectivement, mes talents j'étais alignée avec mes talents. Et donc l'accompagnement a consisté à prendre confiance, à dépasser mes peurs, mettre à jour quels étaient mes fonctionnements, mes non-fonctionnements. Et voilà, donc concrètement, j'ai essayé de mettre mes créations en ligne, je n'avais que des difficultés. Et puis j'ai persévéré, et puis bon, finalement je suis arrivée à les mettre en ligne. Je suis parvenue à faire des flyers, donc là maintenant, la prochaine étape, c'est de distribuer mes flyers, d'aller vers les gens, de parler de moi, de parler de ce que je fais. Et tout ça, ça a été rendu possible grâce à l'accompagnement qui m'a permis de prendre confiance en moi, et surtout de voir où étaient mes talents, parce que franchement, sans l'outil, sans ça, je continuerai à douter, même maintenant, de la légitimité de cette activité. Voilà. Donc, quels sont mes objectifs maintenant ? Peut-être d'aller plus dans l'art textile, d'aller dans quelque chose où il y a plus de liberté dans la création, tout en cherchant quand même une finalité commerciale quand même. Et donc, que dire de plus ? Je recommande cet accompagnement à toute personne confrontée à des difficultés dans sa vie professionnelle, car véritablement, cet outil permet de découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas, que je ne soupçonnais pas, et voilà, et de se retrouver aligné avec soi, de faire ce qu'on a vraiment, ce pourquoi on est fait. Voilà. Je vous remercie. Super, merci.